Bonjour à tous, bienvenue sur ce 11e épisode de la saison 2019-2020 de Radio Main Opposée, votre émission 100% gardien. Aujourd'hui, nous faisons la preview de PSG Dortmund avec l'analyse des deux gardiens, Keylor Navas pour le PSG et Roman Bürki pour le Borussia. C'est un nouveau format que nous lançons. Le but est d'abord de présenter les deux gardiens, leur profil, leur parcours, leurs points forts et leurs points faibles, mais aussi c'est l'occasion de se projeter dans cette double confrontation pour identifier les points clés à surveiller chez chaque gardien en fonction de leur adversité. Pour m'accompagner dans cette analyse, nous avons d'abord Maël, spécialiste des gardiens de Liga. Bonjour Maël. Salut. Et enfin, nous avons Renaud, notre fan de Bundesliga. Salut Renaud. Salut Nico, ça va ? Ça va. Passons tout de suite à la présentation des deux gardiens. Et nous commençons par présenter le dernier rempart de l'adversaire du PSG, le Suisse Roman Bürki. Renaud, toi qui le connais bien, que peux-tu nous dire sur ce gardien ? Alors Roman, déjà pour replacer, donc il est suisse, il a 29 ans. Il a été formé donc au Young Boys de Berne. Il s'est fait un peu la main sur plusieurs clubs suisses en prêt et il a été transféré au Grasshopper de Zurich et c'est là où il s'y révélera pendant plusieurs saisons. Il jouera 122 matchs de 2011 à 2014. À ce moment-là, en 2014, il est donc transféré à Fribourg. Donc il arrive dans le championnat allemand, la Bundesliga, et c'est là qu'il se révèle très vite dans ce championnat dès ses débuts. Malheureusement, il ne pourra pas empêcher la relégation de Fribourg et sera transféré en 2015 au Borussia Dortmund où il est toujours en ce moment et où il est le gardien numéro 1. Donc là, vu l'âge qu'il a à 29 ans, il est véritablement dans la force de l'âge en tant que gardien. Donc c'est le moment où on attend le plus de lui, où il est censé être au meilleur de sa forme spécifiquement pour un gardien. Alors en sélection, c'est un petit peu différent. Il est un petit peu barré par Yann Sommer. Il a décidé un petit peu de se mettre en retrait de la sélection, un peu comme l'a fait Anthony Lopez. C'est son choix. Il préfère se concentrer sur son club. Et oui. Pour sa forme du moment, du coup Alors avec le Borussia, en ce moment, c'est pas mal, puisqu'ils sont quand même 3e du championnat, dans un championnat qui est très serré. Alors lui, par contre, il est pas forcément au mieux, dans le sens où il n'est que 20e en termes d'arrêt par rapport à tous les gardiens de Bundesliga. Ah, il est 20e au niveau de l'arrêt, au niveau des arrêts sur les gardiens de Bundesliga. Ouais, donc c'est quand même peu. Il a fait 31 arrêts. Ok. Et il faut quand même savoir que le Dortmund a une défense plus que moyenne, qui a quand même encaissé 32 buts et qui est la 10e défense du championnat. Et qui donc, par rapport à son classement actuel 3e, est un peu en décalage. En effet, donc on enregistre ce podcast, il faut le savoir, le lundi suivant la défaite de Dortmund sur le terrain de Leverkusen, où ils menaient 3-2 et ils ont perdu 4-3 dans les dernières 10 minutes du match. Mais à l'inverse du coup de la Bundesliga, Roman Bürki a été plutôt performant en Ligue des Champions. Alors oui, en Ligue des Champions, il a été globalement assez bon, puisque comme je l'ai dit, il est déjà 7e en termes d'arrêt. Il faut quand même savoir que le Borussia Dortmund était dans le groupe F, dans un groupe très relevé, avec le Barcelone, l'Inter et le Slavia Prague. Et le Borussia a quand même terminé 2e de ce groupe avec 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, pour 8 buts encaissés, 8 buts marqués. Voilà. Et il faut rappeler du coup une super performance de Roman Bürki pour qualifier Dortmund au dernier match à domicile contre Slavia. Exactement, c'est là où il a vraiment fait parler et qu'il a été très utile pour son équipe pour la qualification. Justement, c'est un Slavia qui s'est révélé être une équipe plus que dangereuse. Il a aussi été bon face au Barça lors de leur premier match, même s'il y a eu 0-0, ils ont complètement dominé cette rencontre. Ils auraient dû gagner d'ailleurs. Voilà, et il avait permis justement d'éviter un but en toute fin de match. D'accord. Alors, si on fait un petit peu le résumé de Roman Bürki, quels sont ses points forts ? Alors, ses points forts, c'est que Roman Bürki, je dirais que c'est un gardien moderne et c'est un gardien qui a bien toutes les techniques d'aujourd'hui. Il est fort sur ses appuis, il sait faire une sortie en T, il sait globalement bien se passer. Au pied, il est plutôt pas mauvais, il est pas extraordinaire, mais il s'en sort globalement bien. Il arrive un petit peu parfois à jouer un peu plus loin de ses cages, même si avec Dortmund, il en a pas forcément le besoin.
Enfin, du moins, ça dépend. Voilà. Et c'est surtout, moi, je trouve que c'est un gardien qui fait pas de gestes superflus. Il est assez sobre. Il fait ce qu'il a à faire en termes de gestes. Moi, je le trouve très vif, très rapide. Il va vite au sol. Il a de très bons réflexes. Il a surtout une très bonne poussée. Il a une très bonne poussée haute. Il a aussi une bonne poussée basse. Peut-être pas aussi puissante que sa poussée haute, mais elle est pas mal. Voilà. C'est un gardien qui fait 1m88, donc c'est un gardien qui est dans la moyenne en termes de taille. C'est un gabarit de gardien actuel, tel qu'on visualise un gardien moderne. Oui, 3 centimètres plus haut que, par exemple, Barthez à l'époque. Donc, c'est Voilà. ça. Mais c'est pas non plus Petr Sech. Voilà, c'est ça. Et ses points faibles? Quand j'ai dit justement, par exemple, que oui, il savait maîtriser la sortie en T, attention, il a des petits problèmes de tempo dans ses sorties, justement, parce qu'il se retrouve souvent en situation de duel, parce que comme on l'a dit, le Borussia prend beaucoup de buts et malheureusement prend souvent le même but, puisqu'ils sont souvent pris dans leur dos. Le problème, c'est que là, il se retrouve souvent dans des vraies situations de duel en 1 contre 1 avec vraiment peu ou pas de défenseurs pour venir bloquer l'attaquant qui a du coup beaucoup de solutions. Et malheureusement, ça laisse peu de choix parfois à Burki pour pouvoir réagir. Moi, à titre personnel, je le trouve un petit peu trop statique et parfois trop près de ses cages et qui mériterait de sortir un peu plus pour essayer de réduire les angles. Je dis pas que c'est un véritable défaut, je dis qu'il pourrait peut-être s'améliorer sur ce point. On l'a vu aussi, on en avait parlé, qu'il y avait pu avoir un petit peu des sautes de concentration et des problèmes parfois sur le jeu au pied ou sur des sorties. Et c'est vrai que ça s'est révélé en début de saison. Il y avait une grosse erreur au pied. Il avait été contré. Heureusement, il n'y avait pas eu de but. Et plus récemment, il y avait eu cette sortie de la tête face à Leipzig, le match juste avant Noël, où là, effectivement, il donne littéralement le but. Je pense qu'il y a un problème de communication avec ses défenseurs et qu'il a mal visualisé où ils étaient. On a compris en tout cas les points faibles de Burki que tu viens d'évoquer. Passons maintenant à Keylor Navas, le dernier rempart du PSG. Maël, toi qui l'as beaucoup suivi à Madrid, peux-tu nous expliquer pourquoi c'est un grand gardien? Alors, pourquoi c'est un grand gardien? Il faut d'abord revenir sur son parcours. On l'a tous connu à la Coupe du Monde 2014 avec le fabuleux destin du Costa Rica, qui a réalisé une très très bonne Coupe du Monde et qui Quart de finaliste, on est rappelle. phase de poule en éliminant l'Italie et l'Angleterre. Bref, une très très bonne Coupe du Monde. Ils éliminent la Grèce au penalty. Donc, oui, un très bon gardien qu'on a découvert à la Coupe du Monde 2014. Le Real Madrid l'a aussi découvert à la Coupe du Monde 2014, car comme nous, ils ont regardé la compétition avec un œil assez attentif. Et ils ont remarqué ce jeune gardien à l'époque, donc pas si jeune que ça en fait. Ce gardien qui à l'époque était âgé de 26 ans, puisqu'il en a aujourd'hui 33, et qui évoluait du côté de Levante, donc un club espagnol. Au Real Madrid, il gagne 3 Ligues des Champions. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que c'est les 3 qu'il a vraiment joué. Car si en 2015, le Real Madrid va en demi-finale, c'est Casillas qui est plus titulaire. Navas ne va jouer que 2 matchs de poule. Mais en 2016, 2017 et 2018, le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, les 3 années où Keylor Navas est dans les buts. L'année suivante, en 2019, avec Thibaut Courtois, le Real Madrid se fera éliminer par l'Ajax d'Amsterdam. Mais du coup, les 3 vraies saisons qu'il a jouées en Ligue des Champions, il l'a remporté, ce qui est une statistique assez impressionnante. Ce que tu évoques, du coup, c'est qu'il a jamais été éliminé avant les demi-finales quand il était le gardien titulaire. Il n'a jamais été éliminé tout court en étant gardien titulaire. Il a toujours remporté. Pour revenir sur des choses plus actuelles, sa saison est pour l'instant remarquable, avec 5 clean sheets. Il enchaîne les plutôt bonnes performances, même si le match d'hier me fait un peu mentir. On va y revenir très rapidement. Match de Lyon. Et oui, c'est le gardien qui a pris le moins de buts en Ligue 1 et le gardien qui a pris le moins de buts en Ligue des Champions. Ce qui est aussi dû à une bonne défense, mais à un très bon gardien. On a notamment en tête le match contre le Real Madrid, le match retour, où il y a 2-2 et où il fait une super performance sans laquelle le PSG aurait peut-être pris beaucoup plus que 2 buts. Il réalise 16 arrêts en phase de poule de Ligue des Champions et n'encaisse que 2 buts.
ce qui est plutôt un ratio vachement positif. Donc c'est clairement le meilleur gardien de la phase de la phase de poule de Ligue des Champions. En effet, c'est le meilleur gardien de la phase allée de Ligue des Champions. Et c'est bien pour le PSG, car s'ils se sont beaucoup cherchés au poste de gardien de but en enchaînant Sirigu, Trapp, Areola, Buffon, et pas vraiment de stabilité dans les buts, pas vraiment, j'allais dire pas vraiment, mis à part Buffon, pas vraiment d'expérience, mais Buffon était un peu hors de forme, donc c'était pas non plus le Buffon de la grande époque. Ouais. Ce qui fait que c'est un poste où ils ont toujours été un peu dans l'expérimentation, sans vraiment être rassurés. Et aujourd'hui, ils ont un gardien qui, sur la première partie de saison, les a rassurés. Et c'est pas le poste, enfin, c'est pas l'endroit où ils vont se poser le plus de questions avant d'aborder les phases finales de la Ligue des Champions. Là où l'année dernière, avant chaque match, on se demandait si c'est Areola ou Buffon qui allait jouer, si Trapp allait faire une erreur. Là, ils sont beaucoup plus apaisés, beaucoup plus sereins. Et du coup, c'est quoi ses points forts à Keylor Navas? Ses points forts, c'est son explosivité, ce qui le rend d'ailleurs très spectaculaire. Moi, j'ai des images qui me viennent en tête de matchs en Ligue des Champions avec le Real où il sort des parades dans la lucarne, mais on se demande comment est-ce qu'il fait pour voler aussi haut. Et donc, il bénéficie d'une poussée très très forte au niveau de la poussée haute. Il est vraiment vraiment extraordinaire. Qui l'entraîne d'ailleurs des fois à ne pas faire de pas d'ajustement, ce qui enchaîne sur ses points faibles où il se replace pas toujours bien et où sa poussée basse n'est pas forcément des plus efficaces pour aller loin au sol. Il compense du coup ce manque de pas d'ajustement sur les frappes en l'air par une poussée vraiment, vraiment très, très forte. Mais si on prend l'exemple du but qu'il encaisse contre Lyon hier, où il fait une faute de main, il y a pas d'ajustement au sol et sa poussée basse est trop lente, même s'il n'a pas vraiment poussé, mais son action pour se mettre au sol est trop lente. Et il n'est pas bien placé au moment de. Enfin, il n'est pas bien placé pour réaliser l'arrêt qu'il essaye de faire. Ok, donc on a ces points forts et comme nous ne sommes pas Leonardo, nous acceptons que les joueurs du PSG peuvent avoir des points faibles. Et c'est quoi les points faibles de Navas, mis à part ce manque de poussée basse? Ce manque de poussée basse, il est aussi combiné avec le manque de pas d'ajustement. Et aussi la question qu'on va être amené à se poser d'ailleurs un peu plus tard dans ce podcast, c'est par rapport à la couverture. Où il est assez bon, mais pas non plus exceptionnel. On se demande ce que ça va donner contre une équipe qui joue vachement en profondeur. Il n'est Ok. pas toujours très serein à l'idée de sortir de sa surface. En effet, faut dire qu'il a été habitué à jouer peut-être avec Ramos et Varane, qui sont peut-être des défenseurs très rapides. Oui, dans un championnat qui ne privilégie pas autant que le championnat allemand, par exemple, la position de gardien comme un libéro, Tout à fait. où le gardien est à l'aise au pied parce qu'il participe beaucoup au jeu, à la relance, ce qui est d'ailleurs un point fort. Hein. Il est très rapide dans ses relances, dans son exécution, que ce soit au pied, sur le contrôle passe ou dans les relances à la main, assez rapide, pour justement créer ces décalages. Mais par contre, quand il s'agit de sortir pour couvrir, il est pas toujours, il est un peu frileux parfois. Ok, donc merci pour cette présentation. Maintenant, nous pouvons passer aux grandes questions tactiques qui se posent à nos deux gardiens lors de ce choc PSG-Dortmund. Nous allons d'abord analyser les questions et problèmes qui se posent à Keylor Navas. La première concerne évidemment Erling Haaland, le nouvel attaquant norvégien du Borussia qui a marqué 8 buts depuis son arrivée en janvier. À ton avis, Renaud, comment Navas doit s'ajuster à ce jeune joueur? Haaland, alors, il vient effectivement d'arriver, donc on a beaucoup parlé de lui. C'est vrai qu'il a déjà marqué beaucoup de buts finalement en peu de temps de jeu. Haaland, en fait, et c'est surtout quelqu'un qui déclenche très vite ses frappes. Et c'est un vrai renard de surface, c'est-à-dire qu'il saisit toutes les opportunités et il va très vite là-dessus. Et c'est pour ça qu'il est très dangereux. Voilà, ça va être quelqu'un qui va frapper très vite, donc il va lui laisser peu de temps pour réagir.
C'est juste que Navas va falloir que, et on le sait justement, c'est un de ses points forts, c'est qu'il va être très réactif, qu'il va être très explosif sur une distance. Vraiment, ce qui est autour de lui dans un périmètre plus resserré. Mais attention, parce qu'Haaland, c'est aussi quelqu'un de très précis. Donc, s'il cherche à lui mettre un ballon hors de portée, c'est là où Navas va devoir faire très attention à comment il sera placé pour lui réduire au maximum les angles, parce que sinon, comme on l'a vu, avec une poussée basse qui n'est pas bonne et qui n'est pas vraiment existante, il risque d'être en difficulté. Après, on sait que Navas, avec son explosivité, même si c'est pas toujours académique et qu'il lui manque le pas d'élan, il arrive à rattraper le coup. Mais j'ai peur que face à un joueur comme Haaland, il puisse être mis en difficulté. Si on regarde les 8 buts qui ont été marqués par Haaland, souvent la balle elle passe tout le temps à 1 cm du pied du gardien, ou en tout cas très proche du gardien. Il est très, comme tu l'as évoqué, il est très précis. Et en déclenchant vite, on peut se retrouver, Maël, finalement dans la même situation que le but de Terrier. En effet, si on est de l'extérieur de la surface. Après, à mon avis, avec ce qu'il a fait contre Terrier, il va peut-être bosser, revoir cette action plusieurs fois et se dire ce qu'il aurait dû faire, ce qui devrait l'aider. Et si par contre il s'agit d'une action dans la surface avec un peu plus de proximité et une frappe déclenchée instantanément, Navas a une sorte de technique due à son explosivité qui fait que quand il est sur sa ligne ou à 1 mètre devant sa ligne et qu'il voit un attaquant armer sa frappe, il arrive tout de suite à avancer et à bien se jeter pour prendre le plus de place possible, même au sol, en faisant une espèce de détente pour éviter de prendre un but, notamment ce qu'il a fait contre Nantes très très récemment. Voilà, en fait, au sol, dans sa surface, même sur des frappes à moins de 10 mètres, il arrive parfois à faire des choses exceptionnelles en prenant le plus d'espace possible. Donc je pense que ça va dépendre de l'endroit où est placé Haaland aussi. Et là, on évoque beaucoup un peu du coup le phénomène à Haaland. Est-ce que ça peut avoir un impact psychologique sur Navas ? Parce qu'il est un petit peu inconnu en fait, c'est que y a personne dans le groupe du PSG qui peut dire ah si tiens je l'ai déjà joué. Ouais, c'est clair qu'il y a ce petit attrait de la nouveauté pour nous qui observons, et puis cette petite peur forcément du coup pour les personnes qui doivent défendre sur lui et pour le gardien. Après, l'impact psychologique pour Navas, je sais pas vraiment si ça a du sens. Sachant qu'il a déjà 33 ans, donc il en a vu d'autres, et puis il a joué pas mal contre Messi, une petite attaque Messi, Suarez, Neymar, qui à l'époque était quand même rudement efficace. Et je n'ai jamais trouvé, il n'a jamais été remarqué pour avoir peur des grands attaquants et des grands matchs. C'est même vrai. Là où il sublime. Un autre aspect du jeu de Dortmund, et tu l'as évoqué Renaud, c'est le jeu de transition rapide avec Sancho et Thorgan Hazard, ou même Witsel qui se projette beaucoup. À ton avis, Maël, Navas doit-il, par exemple, jouer plus haut que d'habitude ? Tout va dépendre de la position de ses défenseurs. Si son équipe décide de jouer très haut, c'est sûr qu'il va devoir boucher les espaces derrière. Forcément, si ces deux défenseurs sont très hauts, il ne peut pas laisser 40 mètres de vide. Oui. Après, est-ce que c'est plus que d'habitude ou moins que d'habitude ? Le PSG a quand même l'habitude de jouer assez haut. Et lui aussi, il a l'habitude de jouer assez haut. C'est clair qu'il va devoir bien gérer sa profondeur parce qu'il y a l'attaque Witsel, Sancho et des personnes super rapides. Mais plus que d'habitude, je ne sais pas s'il sort pas vraiment d'habitude, je ne sais pas s'il va changer ses habitudes en Ligue des Champions et s'il va faire des tests. D'accord. Et à l'inverse, donc on évoque le jeu de transition de Dortmund et Renaud l'a évoqué avec le nombre de buts pris. Y aurait-il peut-être une opportunité au niveau de la relance pour Navas ? À ton avis, vers qui il va relancer lorsque, par exemple, il y aura
une contre-attaque? En général, il est habitué à relancer sur ses centraux ou sur ses latéraux, avec un jeu de passe très très rapide. Souvent, le premier central qu'il le trouve, et après, il retrouve son deuxième central ou son latéral pour fluidifier cette relance. Après, en cas de contre-attaque, il est aussi capable, avec un très bon pied et une très bonne relance à la main, de trouver rapidement un joueur rapide, que ce soit Mbappé pour juste sa vitesse ou Neymar pour jouer les 1 contre 1, voire même Sarabia ou Di Maria en fonction de la composition. Donc oui, en contre-attaque, il est capable de très vite, après un arrêt, après avoir capté la balle, trouver ses attaquants et ses joueurs dangereux. Oui, et j'irais même jusqu'à dire, moi j'ai beaucoup vu l'image de je récupère la balle à gauche et je fais une longue relance vers la droite, par exemple vers Meunier qui est l'un des meilleurs contre-attaquants de l'équipe. Passons maintenant à Burki. Et avec l'armada offensive du PSG, il y a beaucoup de questions à se poser. La première concerne la gestion de la vitesse de Kylian Mbappé sur les balles en profondeur. Comment Burki doit se placer et comment doit-il gérer le face-à-face avec Mbappé? Burki, déjà, le face-à-face avec Mbappé, il connaît déjà. Et il l'a Oui, déjà c'est vrai. subi quand il y a eu le quart de finale en 2017 contre Monaco. Donc c'était un jeune Mbappé, mais néanmoins un Mbappé déjà très fort. Et il avait déjà encaissé au moins 2 buts de Mbappé, dont un véritablement sur une situation de face-à-face. Et Mbappé avait très bien lu un petit peu les référents cognitifs et avait bien lu Burki, puisqu'il l'avait vu qu'il ne se déplaçait pas et qu'il ne venait pas l'attaquer. Il avait frappé très vite en entrée de surface pour la loger pleine lucarne, justement tant qu'il avait encore beaucoup d'angles. Et justement, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué avec Burki. Moi, je le trouve un petit peu trop statique et je trouve qu'il manque un petit peu de s'avancer parfois et un peu frileux parfois dans ses sorties. Et le fait, c'est que du coup, pour moi, il est trop vite fixé par l'attaquant. Il y a eu une situation similaire contre Leverkusen sur le premier but. Oui, voilà, totalement. C'est-à-dire que c'est des choses qui se répètent un petit peu chez Burki. Et donc, du coup, si ça se répète, ça veut dire que les attaquants le savent aussi. C'est là où ça devient problématique pour lui. Il y a aussi autre chose, je parlais justement de la sortie en T, qui est typiquement l'arme du duel. Alors déjà, Burki, lui, il en abuse un petit peu, comme beaucoup de gardiens de la formation allemande, hein, il ne faut pas se leurrer, Oui. qui très vite se mettent en T dans plein de situations qui ne l'appellent pas. Il faut rappeler que la situation du gardien en T, c'est une situation de duel bien spécifique, où la distance avec l'attaquant est vraiment très très proche. Et il faut que ce soit quelque chose de dynamique en avançant et c'est pas quelque chose normalement qui se fait de manière statique. Ça peut sauver sur certaines situations, ça donne l'impression que c'est une technique qui permet de sauver plein de buts. C'est aussi des techniques qui parfois condamnent le gardien et l'empêchent de réagir en chassant la jambe ou en allant chercher avec une poussée basse. Et très clairement, Burki en abuse et à mon avis sur des situations se condamne et ne peut pas toucher le ballon. Okay. Et sur des situations de duel, je pense que malheureusement, comme les attaquants partent de très loin, le gardien en T en fait devient problématique puisqu'il n'a plus l'avantage. Et c'est l'attaquant qui a la balle seul. Et comme Burki ne profite pas de ces moments où l'attaquant ne touche pas le ballon justement pour avancer, pour lui réduire ses possibilités, il est souvent dans une situation très défavorable, en sachant qu'il part déjà d'une situation défavorable, puisque 1 contre 1 avec un attaquant qui n'est pas vraiment suivi par un défenseur, c'est lui qui a la main, surtout s'il arrive plein axe. Oui. Donc, il faudra qu'il fasse très très attention à ça, de rester mobile, je pense, de rester debout d'abord. Oui. Et de déclencher le T peut-être, mais en dernier recours, et de pas se laisser passer. Alors Burki, c'est pas un gardien qui se fait souvent dribbler, ça lui arrive pas souvent, parce que néanmoins, il est quand même bien placé et qu'il attend. Et donc du coup, il essaye de pas offrir de solution au gardien, mais néanmoins, en étant un peu trop statique, je pense que il perd l'avantage et c'est lui qui se retrouve c'est lui qui c'est plus lui qui fait la décision. La seconde question concernant Burki serait la question des centres.
En effet, si on regarde quelques buts pris par le Borussia, donc par exemple contre Augsbourg, où Haaland avait marqué un triplé pour sauver la mise, et également les buts marqués par le PSG, il y a beaucoup de centres, soit au cordeau avec finition au second poteau, par exemple d'Icardi, ou soit une tête au premier poteau, comme on l'a vu le dernier but de Leverkusen ce week-end. Comment Burki pourrait-il s'ajuster sur ces fameux centres ? Bah, c'est un petit peu compliqué. Autant sur les centres au premier poteau, c'est quand même essentiellement à ses défenseurs de faire le boulot. Parce que lui, c'est des centres sur lesquels il peut pas vraiment intervenir dans le jeu aérien. Lui, il essaye d'être bien placé, mais effectivement, je pense qu'il laisse des espaces. Autant par contre, au deuxième poteau, il y a des moments où il pourrait intervenir. Et là, pour le coup, je trouve qu'il intervient très peu dans le jeu aérien. Et il y a quand même quelques buts qui ont été pris par le Borussia sur des corners ou sur des centres aériens. Et il intervient peu et ça s'est ressenti aussi sur peut-être son appréhension sur le jeu aérien. Moi, j'ai vu des actions où il y a des ballons en cloche qui traînent après une tête défensive et lui ne va pas au contact. Et c'est pourtant typiquement un ballon que lui devrait aller prendre pour calmer le jeu, pour tout calmer et puis pour éviter une situation de flipper qui est vraiment de limite dans ses 6 mètres. Et donc je pense que malheureusement là-dessus, si lui a du mal à intervenir dans le jeu aérien, ça va être compliqué de faire ça d'ici une semaine ou deux. Voilà. Alors pour compléter également ce que tu dis sur le second poteau, j'ai évoqué les centres les centres au cordeau un petit peu. On voit la situation Mbappé qui centre au deuxième poteau pour Icardi qui marque. On a vu la situation. Alors c'est peut-être pas Mbappé qui centrait, mais ne serait-ce que Icardi qui avait dit laisse à Camara pour pouvoir marquer. Moi j'ai vu Burki sur ce genre d'action notamment être au premier poteau, mais pas forcément réussir à intercepter le ballon. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est presque trop près de son premier poteau dans ce genre de situation, et donc à la fin, il se condamne à regarder le ballon passer pour que le mec marque au deuxième, quoi. Ouais, effectivement, il est assez proche de son premier poteau. Je pense qu'il est trop proche de sa ligne déjà de base, et il lit pas bien effectivement les trajectoires de balles. Et du coup, il se place pas bien justement typiquement pour un centre en fait, pour pouvoir le capter parce qu'il part de trop loin. Et justement, les moments où il essaye d'y aller, parce que j'ai vu des situations où il veut y aller, et en fait, il est totalement, il est en retard. Il visualise pas bien la trajectoire, c'est-à-dire qu'en fait, il finit par suivre la trajectoire du ballon. Donc là, il y a rien de plus dangereux parce qu'il se met à courir latéralement. Okay. Et du coup, il ne sait pas vraiment où ça va atterrir. Et donc, du coup, il essaye de se mettre en opposition un peu à la manière d'un gardien de hand. Et c'est très brouillon, en fait. Et c'est parce qu'à mon avis, je pense qu'il visualise pas bien la trajectoire du ballon et où elle va arriver. Et donc, où il pourrait la capter, par exemple. Et c'est là où ça va pas. Parce que du coup, s'il se repère pas, s'il visualise pas dans l'espace où va aller le ballon, c'est normal qu'il ait du mal à pouvoir lui-même bien se placer. Oui. Parce que lui, du coup, par sécurité, il va préférer rester plus proche de sa ligne et du coup miser sur ses points forts, c'est-à-dire aller vite au sol, avoir un très bon réflexe, faire une grosse poussée pour aller la chercher. Mais le problème, c'est qu'à cette distance-là, il prend de très gros risques. Et surtout, c'est que toute la responsabilité est donnée à sa défense. Et comme en ce moment, la défense, elle prend beaucoup de buts, Oui. Compliqué. C'est vrai que c'est un point, j'ai analysé Dortmund contre Leverkusen, c'est un point qui m'a marqué en ce moment. J'ai l'impression que Burki, il est un petit peu absent au niveau de sa défense, dans le sens où les 4 buts qu'il prend, il a regardé le ballon passer, un peu dépité finalement par les trous béants laissés par sa défense. Ouais, j'ai effectivement, est-ce que ça manque de leadership, de communication là-dessus, peut-être. En effet, donc c'est un immanquable pour l'analyse des deux gardiens. Et après avoir analysé et donné des réponses technico-tactiques aux problèmes posés par les deux équipes, pour finir, messieurs, à votre avis, qui va remporter ce duel entre les deux gardiens? Si on commence par Maël. À mon avis, Navas va être moins sollicité que Bourki. Le PSG devrait en toute logique dominer les débats, les rencontres
mais pourtant, je vois bien dans un duel Navas s'imposer, que je l'imagine capable de réaliser 1 ou 2 clean sheets et Bourki beaucoup plus exposé, capable de faire une erreur ou plusieurs. Et Ok. j'ai l'impression qu'en plus, le PSG va savoir appuyer sur ses faiblesses avec des bons renards de surface, notamment Icardi ou Cavani. Donc je pense que oui, que Burki va être un peu plus maltraité et qui va lui engendrer des petites erreurs techniques. Et toi, Renaud? Alors, moi, je suis assez d'accord avec Maël là-dessus sur la partie de Burki. Je pense qu'il va prendre pas mal de vagues. Et qu'évidemment, ils vont sûrement appuyer sur ses faiblesses et que ça va être à lui de vraiment de sortir le grand jeu s'il veut maintenir son équipe dans le match. Néanmoins, je pense que au vu de l'armada offensive de Dortmund, je pense que Navas va aussi avoir du boulot. Et ça va être intéressant de le voir effectivement peut-être dans des séquences qu'on a moins vues, avec peut-être des contre-attaques très rapides, des situations de duel, des situations de ballon en profondeur à gérer. Et j'ai bien envie de voir ce que va donner Navas. Et ça m'intéresse. Et j'espère qu'il y aura des occasions comme ça pour qu'on voit ce qu'il donne. Oui. Parce que PSG, en étant une équipe qui domine, elle sera toujours à la merci de ce type d'équipe. Même sur le plan européen, et donc ça m'intéresse. Et c'est difficile de l'affirmer, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura du travail pour Navas, et spécifiquement ce type de travail. Très bien, en tout cas, belle conclusion, messieurs. Merci à vous pour ce nouvel épisode. Eh ben, merci à toi de l'avoir présenté. Avec plaisir. Nous allons faire également la même chose pour Juventus Lyon pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ce podcast pour nous dire ce que vous en pensez. Cela nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. En attendant, nous vous souhaitons de très belles mains opposées. Salut à tous. Salut à tous, bon match.